Nous allons C'est bon. donc terminer cette journée avec le docteur Jean-Claude Tardy, comme il le disait tout à l'heure, qui va nous parler des low-level VMIA. Bon, merci. Très content d'être à Mayotte. Et vraiment un grand merci, et comme l'a dit le directeur général ce matin, à toutes celles et tous ceux qui ont organisé ce truc, mais chapeau, quoi. Bravo. Je vais dire quelques mots tout particulièrement pour Monsef, mais c'est aussi pour ton équipe. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu te voir sur ton caillou, comme tu dis, quoi. Et j'étais venu il y a une douzaine d'années, je dirais à peu près. On avait commencé à lancer les TROD. Ça, on en parlera jeudi. Je vous ferai un topo sur le dépistage. Et aujourd'hui, c'est un tout autre sujet. C'est les low-level virémia. On le dit toujours comme ça. On dit rarement les virémies de faible niveau, quoi. Et je me disais ce matin, j'ai été écouter la session sur religion, l'islam notamment, et addiction. Je dis, mais il n'y a que Monsef qui est capable. Jamais j'aurais cru un jour dans ma vie aller faire des low-level virémia dans le même congrès, dans la même journée, et puis aller voir la religion et l'islam. Donc, c'est l'amitié que je te porte, mais en plus, j'ai beaucoup d'admiration pour la diversité et la richesse de toutes les idées que tu as dans ta tête. C'est vraiment bien. Non, parce qu'un colloque avec 3 sessions en permanence, moi, honnêtement, chapeau. Bon, les low... Alors, ces low-level virémia, ça veut dire quoi? Ben, c'est bien le sous-titre que tu as mis, là. C'est des patients qui sont infectés par le VIH, qui sont sous traitement. Ça a pas mal marché, ce traitement, mais pas de manière parfaite, pas de manière optimale. Leur charge virale, elle est, pendant quelques temps, quelques semaines, quelques mois, voire des fois de manière continue, comprise entre 50 et 200 copies. Elle n'est pas indétectable au seuil de 50 copies. Et donc le but, et c'est bien d'avoir eu ACR juste avant, parce que je vais reprendre un certain nombre des données, mais de manière beaucoup plus simple, c'est essayer de vous faire comprendre d'où ça vient, ces copies qui se trimballent. C'est quoi? C'est quelques dizaines de copies qui se trimballent dans le sang de ces patients. Et est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que c'est dangereux pour la personne? Est-ce que ces patients vont développer? Est-ce que c'est prédictif d'un futur échec virologique, avec sélection de mutants résistants? D'un échec immunologique? Est-ce qu'ils vont plus perdre leur CD4, etc., que des gens qui seraient complètement indétectables? Et puis, est-ce que c'est dangereux pour leur entourage et leurs partenaires, notamment? En clair, est-ce qu'on peut transmettre le virus à ce niveau-là? C'est donc ce qu'on va voir maintenant. Ah, ça marche. Ah, mais il faut peut-être l'allumer, peut-être, tout simplement. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Ah, bah voilà. Vous allez voir, là, si je reviens. Bon. Ouais, mais ça y est. Ça, c'est... Attends, j'y vois rien. Hop. On. Bon, bah écoutez, où je vous dis, hein, genre, je sais pas. Ouais, est-ce que t'es... Ouais. Ah, il faut me pointer là-bas. D'accord. Alors, je reviens. Bah, moi, quand j'appuie, ça fait rien, hein. Bon, tu peux les passer, parce que je sais pas, moi dès que je prends un truc, je suis chat noir, de toute façon, c'est simple, donc dès que... Hein. Donc, voilà. Donc, on va faire ça à partir comme d'un cas clinique. Voilà un patient, on avait découvert sa séropositivité, il y a une trithérapie qui a été mise en place, et sa charge virale se casse la gueule à la vitesse grand V. En quelques semaines, on obtient l'indétectabilité. Ok, et qui persiste pendant... Attends, reviens. Voilà. Au niveau de l'individu, qu'est-ce que ça traduit, cette évolution de ce marqueur? Vous voyez, cet auteur, il avait fait le premier petit bonhomme, c'est avant son traitement. Il y a plein de cellules vertes, mais vous voyez, il y en a 2 rouges aussi. Alors les cellules vertes, c'est les lymphocytes, c'est les CD4 qui sont activés, et c'est eux qui produisent le virus. Donc tout au long de cet exposé, je parlerai soit de multiplication, soit de réplication, c'est la même chose. Mais ça a une définition bien précise qu'il faut connaître. La réplication d'un virus, c'est quand une cellule n'est pas infectée, le devient, et que cette cellule, à son tour, produit du virus qui va infecter d'autres cellules.
C'est ça la réplication du virus. Okay, et ça, vous savez qu'elle est très importante. En l'absence de traitement, c'est plusieurs milliards de virus produits par jour. Ben, les antiviraux, vous voyez que les cellules vertes, si je passe dans mon petit bonhomme à droite, une fois que sa charge virale est indétectable, les cellules vertes, il n'y en a plus. Mais les deux cellules rouges, ce que Sirion vient de vous dire, c'est le réservoir. Dans ces cellules-là, le virus, il dort. Et les antiviraux n'ont absolument aucune action sur ces cellules-là. L'ADN du virus, c'est intégré dans le génome de la cellule, mais il ne se multiplie pas. Et donc, bien évidemment, vous pourrez bien prendre 20 antirétroviraux, ces cellules, elles seraient toujours. Diapo suivante. Et puis, un beau jour, si je puis dire, enfin un sale jour, un mauvais jour, le patient, il vient en consultation, il a une charge virale et elle remonte, on va dire, peu importe, 123 copies. Je vous dirais 77 ou pareil. Elle remonte entre 50 et 200. J'ai mis point d'interrogation. Et ce sera le premier message important. Qu'est-ce qu'on fait là? On n'est pas nombreux, on peut faire ça sous forme interactive. Hein. C'est mieux de... Oui, c'est bien de faire... Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Voyez. Ouais. 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 Je suis d'accord avec tout ça, sachant que il faut faire quand même des dosages. Je ne sais pas si vous avez les dosages très facilement, puis ça prend quand même un certain temps. Mais surtout, la chose, pour moi, très importante, ok, mais on ne le laisse pas partir dans la nature comme ça. C'est ça, et les dernières recos le reprécisent même, il faut qu'il ait un contrôle dans le mois qui suit. Pourquoi faut-il qu'il ait un contrôle dans le mois qui suit? Diapo suivante. C'est que ce point-là, personne au monde ne saurait l'interpréter. Hein. On va prendre tous les prix Nobel de virologie qui existent, ils ne vont pas savoir ce que c'est. Parce que peut-être que c'est le tout début d'un échappement virologique. Et que si on le revoit que 6 mois après, là-haut, il sera en plein échec virologique, il aura peut-être perdu une poignée de CD4, il aura peut-être sélectionné des souches résistantes. Donc vraiment c'est le premier message, on ne laisse pas partir dans la nature une charge virale qui est passée au-dessus de 50 copies. Ce qui n'empêche pas que tout ce que tu as dit est tout à fait vrai et que ça nécessite peut-être un petit interrogatoire un peu plus serré avec le patient consultant et voir un peu son observance. Diapo suivante, parce que l'évolution, elle peut être aussi comme ça. Et dans l'immense majorité des cas, c'est ça. Ça, comment ça s'appelle? Un blip. D'accord? Et ça, on sait que c'est absolument pas dangereux. Je me souviens d'une vieille publication qui a une vingtaine d'années, où sur 10 patients, les mecs s'étaient amusés à faire des charges virales, non pas tous les 3 mois, mais tous les 3 jours. Eh bien, il y a 9 patients sur 10 qui faisaient des blips. Si on multipliait le nombre de prélèvements, peut-être que tous les patients font des blips. Diapo suivante. La seule chose à retenir sur ces blips, vous voyez, c'est ça, les blips. Hein. Toc, 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 toc. C'est des petits accidents réplicatifs ponctuels. Voilà. Et on sait que ça n'a aucun danger. D'accord? Il y a une publication, la dernière, celle de 2019, là, qui était intéressante, qui montrait que ceux qui faisaient des blips, c'était très souvent les patients qui ont été pris en charge très tardivement, ce qu'on appelle les late presenters. D'accord? Qui ont un réservoir qui est énorme, qui n'ont pas beaucoup de CD4, okay, on sait que c'est plus long pour eux, chez eux, pour obtenir la détectabilité, et ils font plus de blips que ceux qui sont traités précocement, tout particulièrement s'ils sont traités en primo-infection. Diapo suivante. Et puis la troisième possibilité, donc soit ça avait fait ça, soit ça avait fait ça, soit ça reste là. Et vous avez une charge virale sur un deuxième, sur un troisième, sur un énième prélèvement qui est toujours comprise entre 50 et 200. C'est ça le sujet du jour, c'est les low-level virémia. Diapo suivante. Diapo, diapo, diapo. Alors si je reprends mon petit bonhomme tout à l'heure, ça vous l'avez bien compris, avant traitement, après traitement, les antirétroviraux, ces cellules vertes là, qui produisaient les virus, ça il n'y en a plus. D'accord? C'est pour ça qu'il
petit bonhomme, il n'y a plus de cellules vertes, puisque un antiviral, je vous le répète, ce n'est que purement virostatique. Ça empêche un virus de se multiplier, et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. D'accord? Mais on n'a pas d'antiviral virucide. On a l'eau de Javel, bon, pour traiter les patients, c'est pas très pratique, quoi. OK? Et ça, c'est tellement vrai que si on se replace dans le milieu des années 90, quand les trithérapies sont arrivées, ben, on a cru qu'avec ces trithérapies, on allait tuer la bête, on allait éradiquer l'infection VIH. Il y avait plein de modèles mathématiques, qui montraient que si on traitait pour certains 2 ans, pour d'autres 10 ans, pour d'autres 70 ans, on allait éradiquer le virus. Ils font chier ces mathématiciens. Non, mais ils se gourrent sans arrêt avec leurs projections, leur modélisation. Là. Pendant 2 ans de Covid, on a quand même vu ça, quoi. Diapo suivante. Et ben, très rapidement, on s'est aperçu que ce ne serait pas le cas, puisque dans les mêmes années, en 96-97, il a été prouvé, c'est des grands papiers dans Science, dans Nature, que une petite fraction, c'est mes cellules rouges, dès la primo-infection, il y avait une infection latente qui se créait, chez tout le monde. Et que c'est dès la primo-infection. Diapo suivante. Et donc, bien évidemment que quand on traite, eh ben, toutes les cellules activées qui multiplient le virus, il n'y en a plus, mais ces réservoirs, qui sur ce schéma-là sont en jaune et en bleu, eh ben, elles sont toujours là, bien évidemment. Et à quel point ce virus, c'est quand même un vrai salopard, c'est qu'il a trouvé moyen d'aller établir cette latence dans une sous-population de lymphocytes CD4, qu'on appelle mémoire, les resting cells, qui ont une demi-vie extrêmement longue, 44 mois. Première chose. Et deuxième chose, diapo suivante, eh ben, il est bien évident que ces cellules, elles se divisent et que les cellules filles issues de la cellule mère, eh bien, quand elles vont se diviser, par simple homéostasie cellulaire, elles vont emmener avec elles l'ADN proviral intégré. C'est pour ça. Et ça, c'est le principal mécanisme qui explique qu'on n'arrive pas à se débarrasser du virus. D'accord? Diapo suivante. Assière l'a dit, vous voyez le réservoir. Je gêne la petite. Non, c'est bon. Le réservoir, eh ben, il est très divers. Hein. J'aime beaucoup ce papier dans Nature Medicine. Vous voyez tous les organes en haut dans lesquels on peut retrouver le réservoir, toutes les cellules dans lesquelles le virus peut se maintenir, sachant que dans ces cellules, elles peuvent être soit activées, et plus la cellule est activée, plus le virus va se multiplier, ou en état de repos. Et enfin, le virus lui-même, soit il peut être vraiment compétent, on va le voir, pour la réplication, c'est le génome intact du virus qui s'est intégré dans le lymphocyte, et là, ce lymphocyte, s'il est stimulé, à ce moment-là, il va y avoir de nouveau réplication du virus, ou c'est du virus défectif, parce que, eh bien, il y a des mutations, il y a des délétions. Voilà, diapo suivante. Et on sait très bien que, au moins, c'est même des fois plus, 90% des cellules qui hébergent de l'ADN proviral, c'est du virus défectif. Certaines publications vont même jusqu'à 95%, même plus. Donc notre réservoir, c'est essentiellement du virus défectif. Diapo suivante. Mais on arrive petit à petit au low level. Mais c'était quand même pour vous faire comprendre un peu les mécanismes. Il est aussi très divers, ce réservoir, parce que, eh bien, il existe sous différentes formes. La cellule du haut, c'est ce que Sahel Serion vient d'appeler la latence profonde. C'est-à-dire, certains auteurs disent une true latency, une vraie latence. D'accord? C'est-à-dire que cette cellule en haut, elle n'exprime rien. Que dalle. Donc il est bien évident que les cellules CD8 cytotoxiques ne la voient pas, et les antiviraux n'y peuvent rien. Elle passe totalement inaperçue. C'est le vrai réservoir. On descend. Celle d'en dessous, c'est toujours de la latence virale, mais à partir de cet ADN proviral, par une enzyme cellulaire, qui est l'ARN polymérase de type 2,
il y a transcription, c'est-à-dire fabrication d'ARN intracellulaire, et ces ARN, ils peuvent sortir de la cellule. C'est le réservoir dit compétent pour la transcription. Troisième cellule, cet ARN qui a été produit, il peut être, ça marche? Non, ça marche plus. Si, ça marche. Il peut être traduit. C'est-à-dire qu'il va y avoir des protéines qui vont être fabriquées et qui peuvent passer dans la circulation sanguine. Et puis enfin, mais ça représente qu'une toute petite partie du réservoir, okay, il peut y avoir, ça marche plus là, si, c'est bon. Il peut y avoir un réservoir avec de l'ADN totalement intact qui est, lui, compétent pour la réplication. Donc vous voyez, quand on parle de réservoir, c'est un truc qui est extrêmement vaste, avec des cellules qui n'expriment pas du tout les mêmes choses. Diapo suivante. Alors, on revient à ces low-level virémia. Diapo suivante. Diapo suivante. Il y a une définition maintenant qui fait quand même assez consensus, que vous preniez les recommandations américaines, les recommandations de l'International Health Society, les recommandations européennes ou anglaises. Vous voyez, c'est toujours quand la charge virale est comprise entre 50 et 200. Seul pour l'OMS, sur le continent africain, ils prennent entre 50 et 1000. Voilà. D'accord, c'est la seule différence. Toutes les autres, c'est entre 50 et 200. Diapo suivante. Alors, il y a beaucoup de publications sur ces low level depuis quelque temps et même des revues. Donc vous retrouvez sur ce tableau ce dont on a parlé, les blips, les échecs virologiques, les low level virémia. Et puis il y a un nouveau terme qui est apparu qu'on appelle les non-suppressible virémia. C'est des gens qui sont entre 50 et 200, enfin, dans leur virus c'est entre 50 et 200, mais c'est bien marqué, ces virémies non suppressibles, elles ne sont pas causées par la réplication virale. C'est ça le mot-clé de cette présentation. Diapo suivante. C'est pour ça que je vous ai fait cette diapo qui vous explique vraiment, je crois de manière à peu près claire, ce que c'est que ces non-suppressive ou non-suppressible virémia. Il y a un certain nombre de patients, suivant les cohortes, 10-15%, où on voit, soit de manière intermittente, mais ce n'est pas un blip, c'est quand même sur plusieurs prélèvements qu'on a ce niveau de charge, ou de manière persistante, une charge comprise entre 50 et 200, et on va parler de non-suppressive virémia, suite à ce que tu nous as dit tout à l'heure. À partir du moment où on a pu séquencer, il n'y a pas de souche résistante. Le patient dit qu'il prend très bien, et comme tu l'as dit, tu fais des dosages, les taux plasmatiques sont bons. Okay. Donc cette virémie n'est pas due à la réplication du virus. C'est ça la chose importante à retenir. C'est simplement que ça reflète mon deuxième petit lymphocyte, où il y avait un lymphocyte dans lequel l'ADN était compétent pour la transcription. Mais il n'y a pas de virus complet infectieux de produit. C'est juste de l'ARN. Et quand on mesure la charge virale, on mesure de l'ARN. D'accord? Et donc, on parle de non-suppressible virémia en l'absence de résistance chez des patients totalement adhérents à leur traitement et pour lesquels on trouve cette charge entre 50 et 200. Diapo suivante, pardon. Voilà la plus belle publication, à mon avis, qui montre bien ça. Okay, ils ont suivi, c'est un Journal of Clinical Investigation, ils ont suivi 8 patients pendant des mois et des mois. Vous avez leur charge virale avant traitement, leur nadir en CD4, leur CD4 au moment où ils étaient en low-level virémia. Vous voyez, ils avaient bien gagné. Et puis, vous voyez, toutes leurs charges virales plasmatiques, elles sont toujours comprises entre 43 ou 184. Donc, c'est vraiment des low-level virémia. Quand ils les ont suivis, diapo suivante, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ok. Eh bien, ils montrent que, ce qui est très important, elle reste là. Elle ne monte pas.
Elle est toujours entre 50 et 200. Il séquence, par des analyses très sophistiquées de séquençage, le virus, c'est toujours le même. Il n'évolue pas. Et notamment, il n'évolue pas du tout vers la résistance. D'accord ? Preuve que c'est toujours les mêmes clones de cellules qui étaient infectées depuis peut-être 10 ans ou 15 ans qui relarguent ce truc. Mais il n'y a pas de réplication virale, il n'y a pas d'évolution de C1. D'accord ? Et que bien évidemment, la conséquence de ça, étant donné qu'il n'y a pas de réplication virale, on a tenté à une époque, quand on avait ça, ça ne sert à rien d'intensifier. Ça crée chez le patient une certaine anxiété, de la frustration. Mais comment, putain, vous doutez de moi, je ne prends pas bien mon traitement, c'est pour ça que... Tu vois, c'est vraiment quelque chose, il faut bien le savoir, parce que ça peut être un peu embêtant dans la relation entre le patient et son clinicien. Et la dernière ligne, elle vous dit ça. Les antiviraux, ça bloque des cycles de réplication, l'infection de nouvelles cellules, mais ça ne bloque rien des cellules qui sont infectées de manière latente depuis des lustres. Diapo suivante. Et ça, c'est le groupe Acidiciano qui avait fait le commentaire et l'éditorial par rapport à cette publication originale. Et ce petit dessin, il vous explique vraiment très bien les choses. Ça, c'est toutes les clones de cellules qui avaient été fabriqués au cours de l'histoire naturelle de l'infection chez le patient. D'accord ? Et puis traitement, charge virale à moins de 50, et puis paf, on passe en non-suppressible virémia. Comment ça se fait ? Il l'explique très bien ici. Même chez un patient qui a une charge virale indétectable, là, par des techniques de PCR ultra sensibles, on trouve 1, 2, 3 copies. Il y en a toujours. Ça, on le sait depuis 15 ans, 20 ans. Mais la quantité produite fait que on reste indétectable avec une technique à 20, 30, 40 ou 50 copies. D'accord ? Et puis, un beau jour, ces clones, vous voyez, le jaune comme le bleu, ils existent depuis très longtemps. Ils se sont mis à se multiplier un petit peu, à proliférer. Et donc là, étant donné qu'ils sont en plus grosse quantité, ils produisent un petit peu des ARN, parce qu'il y a un peu de transcription en permanence. Et donc, ça fait une non-suppressible virémia. C'est clair ? Non, diapo suivante. Voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve ? C'est vraiment des virus qui sont défectifs. On va passer très rapidement. À gauche, vous avez un VIH infectieux, la particule virale complète, ce qu'on appelle un virion. Et là, ces ARN, ils ont vraiment des gros défauts. Ils ont des mutations, ils ont des délétions dans certaines régions du génome qui sont hyper importantes pour le virus. Et à partir du moment où c'est du virus défectif, vous voyez, ça donne des particules virales, il n'y a pas de capside au milieu, il n'y a pas d'empaquetage de l'ARN, il n'y a pas d'enveloppe. Ce n'est pas du virus infectieux. Diapo suivante. Pourquoi ces cellules se sont mises comme ça un petit peu à se multiplier ? Soit par simple homéostasie cellulaire. Une cellule mère, quand elle se divise, elle donne 2 cellules filles, etc. On sait qu'il peut y avoir une activation immune un peu persistante en raison de la présence de cytokines inflammatoires. Ce qu'on avait eu, nous, on avait eu au moins une douzaine de cas, une demi-douzaine de cas comme ça à la Croix-Rousse. Si le lymphocyte qui héberge l'ADN proviral, c'est un lymphocyte CMV. On avait vu des low-level virémia comme ça, en même temps que l'infection à CMV. Parce que CMV, ça stimule de manière polyclonale les cellules. Okay, et en le guérissant de son CMV, on avait pu avoir, par des biais un petit peu, on avait pu avoir un peu de l'éthermovir, je me souviens, alors qu'il n'avait pas encore l'indication. Et en guérissant le mec de son CMV, on avait vu la charge virale CMV s'effondrer et la charge virale VIH de redevenir indétectable. Donc ça peut dépendre aussi il l'a dit d'ailleurs, Assier, de l'endroit où il est intégré dans le génome de la cellule. Diapo suivante. Maintenant, c'est intéressant de savoir, deuxième partie, mais je vais aller vite. Est-ce que c'est dangereux, docteur, d'être en low level ou en non-suppressible virémia ? Sur un plan virologique, je peux vous simplifier, vous n'avez pas à lire tout ça. Non. Ce n'est pas du virus qui se réplique. Donc, ils ne vont pas plus échapper que les autres. Ils ne vont pas plus développer de souches résistantes que les autres. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est établi. Je dis bien à partir du moment où on reste à ces eaux-là. Ce n'est pas un échec virologique et on ne va pas aller plus facilement que les autres qui sont en charge virale à moins de 50 vers un échec virologique. Diapo suivante. Donc, ça ne sert à rien, mais je vous l'ai dit, d'intensifier
le traitement. Voilà, on laisse comme ça. Et ça peut générer de l'anxiété et de la frustration. Diapo suivante. Par contre, est-ce que, donc sur un plan virologique, on craint rien. Est-ce que, puisque vous savez que tous les patients VIH, parce qu'il y a toujours une petite production d'ARN et éventuellement de protéines, ils ont une activation immune chronique, ils ont de l'inflammation, et qui peut être à l'origine d'un certain nombre de comorbidités, notamment de type cardiovasculaire ou autre. D'accord. Mais je dis bien tous les patients VIH, même si la charge virale est indétectable à moins de 50, il y a cette activation immune et cette inflammation. Diapo suivante, est-ce qu'il y en a plus chez les low level, est-ce qu'on en a plus quand on est entre 50 et 200 ou quand on est à moins de 50? Non, pas plus. Voilà, d'accord. Cette inflammation chronique, elle est là, tout simplement, parce que ce petit schéma, là, elle est vraiment très très belle, cette publication, elle est toute récente, là, elle est de cette année, okay, parce qu'à partir du moment où il y a transcription, dommage, ce que vous ne voyez pas dessous, c'est qu'il y a transcription, okay, de l'ADN donne de l'ARN, et que l'ARN entraîne une activation immune. Voilà, parce que c'est reconnu par un certain nombre de protéines qui sont là, hein, qui assurent nos défenses immunitaires, okay, et ça crée de l'inflammation. Mais il n'y en a pas plus chez les 50-200 que chez les moins de 50. Diapo suivante. Ok, c'est ce que ça vous dit là. Donc on peut passer à la suivante. C'était exactement la même chose. Diapo suivante. Est-ce qu'il y a un impact clinique? Alors là, il y a vraiment des grandes cohortes qui sont amusées à regarder ça, mais pas avec les mêmes critères de choix au départ. Mais vous voyez, c'est des milliers et des milliers de patients. Je vous la résume en disant, en termes d'événements cliniques classant sida, d'événements cliniques non classant sida, ou en termes globalement de morbidité et de mortalité, vous avez autant de publications qui vous disent c'est dangereux que de publications qui vous disent c'est pas dangereux. Vous voyez, je vous ai surligné yes, no, no, yes, yes, no, sans arrêt. Tout simplement parce que souvent les gens ne prennent pas la même définition et qu'ils considèrent comme non-suppressible viremia des gens pour lesquels au contraire le virus se réplique et vont être très rapidement en échec. Donc on ne peut pas dire que pour le moment on ait une traduction clinique défavorable, péjorative chez les non-suppressives viremia. Diapo suivante. Et on arrive bientôt au bout. C'était aussi important de savoir si ces 50-200 copies transmettaient le virus. Parce que ça, dans les couples, on l'a très souvent. On comprend que mon premier petit cas clinique, dans un couple, la charge virale elle remonte à 123, et non, on ne se touche plus. Hein, ça arrive très souvent. Diapo suivante. Eh ben, vous savez très bien que dans un premier temps, chez les hétérosexuels, puis avec les études Partner 1 et Partner 2, okay, on a montré qu'à moins de 200 copies, on ne transmettait pas le virus. J'étais d'accord avec ce que disait Françoise Linard tout à l'heure, mais il faut l'expliquer aux gens. On parle que par signes maintenant. U égale U, I égale I. Mais expliquez ce que ça veut dire aux gens. Dites-leur, vous n'avez pas de virus dans les sécrétions cervicales, vous n'en avez pas au niveau du sperme, vous n'en avez pas au niveau anal. Donc vous pouvez baiser comme vous voulez, vous ne risquez rien. C'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas dire U égale U. Les PVVIH, U égale U. Non, vraiment, il faut être con pour dire des choses pareilles. Et donc, ces études partenaires, elles avaient quand même montré que des relations anales, sans préservatif, incertises, réceptives, le risque, il est zéro. C'est quand même rare quand on dit zéro en médecine ou en biologie. Il n'y a pas de risque. Diapo suivante. Et ça m'a permis donc, bien évidemment, que les non-suppressives viremia, vous pouvez totalement rassurer vos patients, femmes ou hommes. On ne transmettra pas le virus. Et on peut même aller beaucoup plus loin depuis ce Lancet de fin d'année dernière. Ce Lancet, c'est une revue. Ils ont repris quand même 244 études, plus de 7700 couples sérodiscordants. Et qu'est-ce qu'ils montrent? Mais on peut aller nettement au-delà de 200 copies. OK ? En dessous de 1000 copies, il y a eu 2 cas de transmission. Et on ne sait même pas trop s'ils ont un, parce que les charges virales n'ont pas été faites au même moment que la prise de risque, que la contamination. Donc on n'en est même pas sûr. Diapo suivante. OK. Voilà, c'est ce que j'ai. Two case of transmission, et je vous dis, interpretation, elle est pas.
Donc il est évident que ces résultats suggèrent que le U égale U peut être totalement appliqué au non-suppressive viremia, persistent low-level viremia, en dessous de 1000 copies. D'accord? Alors, ce n'est pas incitatif à dire faites n'importe quoi avec votre traitement. Hein. C'est toujours mieux d'être à moins de 50. Diapo suivante. OK. Voilà ce que l'OMS a pondu. Je trouve que c'est très bien fait. Charge virale indétectable, feu vert total. Mais détectable, ben, il y a ces deux cas dont on n'est même pas sûr. Et ben, voilà, on peut dire qu'à moins de 1000, eh ben, on ne transmet pas. Quand on est en échec virologique, eh ben là, bien évidemment qu'on peut transmettre le virus. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important. À condition qu'on ait bien vérifié qu'on était toujours entre 50 et 200, ou même au-delà, mais de manière stable. Parce que si ça fait ça, là on transmet. D'accord? Pour que ça soit bien. Donc ça nécessite un suivi. Diapo suivante, je crois qu'on doit être presque au bout. Oui, ben voilà, c'est juste, mais vous les aurez. Je ne sais pas comment tu avais prévu, mais moi, je vous laisse bien sûr moi, le diaporama, comme ça vous aurez les références. Donc ces non-suppressive viremias, ça traduit simplement l'existence d'un réservoir compétent pour la transcription, mais que ce n'est pas du virus réplicatif, parce qu'il est défectif. Diapo suivante. Voilà, donc il faut bien dissocier ce qu'on appelle une réplication virale. Très souvent, il faut bien le dire, en lien avec une adhésion au traitement qui est suboptimale. Et là, il va y avoir une évolution du virus. Il peut y avoir sélection de souches résistantes. La personne va être en échec, elle va perdre ses CD4. Il faut bien différencier la réplication virale, telle que je vous l'avais définie, de l'expression virale, de la production virale. Production d'ARN, production de protéines. OK, où là, il n'y a pas d'évolution du virus, il n'y a pas de souche résistante, les CD4 restent comme ça, et ça, c'est une non-suppressive viremia. Dernière diapo, je crois. Voilà, dans ce papier de 2024, il y a un Lancet HIV là-dessus, qui va persistent low-level viremia. Tu l'avais dit, il y a une adhésion qui n'est pas terrible. OK, et bien là, il faut l'envoyer en consultation d'observance. D'accord? Non, l'adhésion est bonne. Ah, il y a des interactions pharmacologiques. Il prend d'autres molécules qui peuvent éventuellement faire baisser la concentration en antiviraux. Il faut faire éventuellement des dosages et une optimisation de cette thérapeutique. Non, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Il y a une souche résistante. On séquence. Ah oui, bon, sachant que des fois entre 50 et 200, on ne les sort pas tous, les génotypes quand même loin de là. Hein. Il faut essayer. D'accord ? S'il y a des souches résistantes, il faudra optimiser, changer de molécule. Et puis si ce n'est pas le cas, c'est une non-suppressive viremia. Et à ce moment-là, vous le laissez tranquille sur un plan thérapeutique et vous le rassurez pour tout le reste. Dernière, je crois que c'était la dernière, si tu appuies. Voilà, merci à vous. Merci vraiment parce qu'à chaque fois j'ai dit pour nos cliniciens pour comprendre la virologie il faut attarder. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'AS? En cas d'accident d'exposition avec un viraleux. Parce qu'il y a une angoisse de la part de la victime et puis le clinicien il a la pression. Vas-y. Une nouvelle recommandation de la HAS dit clairement qu'on peut traiter s'il y a une angoisse de la victime, surtout s'il y a une personne qui est détectable. Donc là, même si c'est pas effectif, moi j'aurais tendance à traiter. Mais après, je ne sais pas s'il y a une réponse claire, mais je vous laisse répondre. Je suis d'accord avec la HAS. Non, mais je ne voulais pas faire ta question, etc. Mais je te dirai tout à l'heure là, clinicien, tu gères le bordel. Hein, non, mais tu vois bien. En clair, quand je dis ça, c'est tu décides au coup par coup. Tu vois bien l'angoisse, en effet, qui existe. Le risque, voilà. C'est vrai que là, quand j'ai parlé de transmission sexuelle uniquement, hein, on ne va pas, par exemple, une dame, puisqu'on a parlé d'allaitement tout à l'heure avec les infirmières du CHM, on va peut-être pas donner l'autorisation d'allaiter entre 50 et 200, quoi. Voilà. Bon, mais... Ouais.
Je suis resté pour la femme enceinte. J'avais une question sur la variation en fait de ce taux de virus résiduel en fait en cours de grossesse. Est-ce qu'il y a des variations en fait en cours de grossesse ou est-ce qu'il reste stable entre 50 et 200 copies? Et l'autre question que j'avais aussi, c'était par rapport aux infections. Donc effectivement, les co-infections type CMV, réactivation, etc., ça peut faire varier ce taux-là. Donc est-ce qu'il faut considérer que c'est des blips, même si c'est des blips qui nous inquiéteraient un peu plus de voir des chiffres au-delà de 200 ou on se sent assez, on est resté éduqué dans un dogme indétectable, c'est indétectable, et vraiment en dehors de cette situation, ça transmet. Donc c'est pour ça qu'on a un peu du mal à relâcher la pression. Variation pendant la grossesse, non. Enfin là, les cohortes, il ne devait pas y avoir quand même beaucoup de femmes enceintes, donc je dirais non, mais je suis prudent dans ma réponse, hein, franchement. Et puis, ouais, moi je te dis, on avait eu vraiment 6 cas de CMV notamment. Voilà, mais quand c'est vraiment, tu vois, en même temps, ça ressemble vraiment à une activation du réservoir, quoi. Hein. C'est toujours pareil, quand même la batterie, si vous en avez la possibilité, un petit séquençage. Mais, enfin, moi j'ai toujours beaucoup insisté là-dessus, quoi. Mais c'est pas toujours facile, tout particulièrement quand il y a des problèmes de transport et que si les gens ne peuvent pas venir facilement, c'est quand même le suivi qui est quand même pour moi la chose la plus importante, quoi. Voilà. On peut aider les virologues, mais je termine souvent mes présentations, quel que soit le sujet, en disant que ce que 45 ans de biologie m'ont appris pour le VIH, c'est que la chose la plus importante, c'est la relation de confiance entre vous, le clinicien et le patient. C'est bien d'avoir fait 45 ans de biologie pour comprendre ça. Alors, oui, moi j'ai une question. Oui. Alors, certains médecins même certains biologistes ne rendent pas charge virale indétectable et rendent inférieure. Ouais. Pour justement ne pas inquiéter le patient. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que j'ai fait. Moi, c'est rigolo qu'on ait choisi ce seuil d'indétectabilité à 50, parce qu'il n'y a aucune technique commercialisée qui est à 50. Roche est à 20 copies, Abbott est à 40, Hologic est à 30. Peu importe, ça montre une chose, c'est que c'est tout pareil, ça. C'est tout pareil. OK. Et certains de mes confrères virologues, tous les virologues de France Sud, j'étais le seul à rendre charge virale inférieure au seuil de la technique que j'utilisais, c'était là. Et d'autres répondaient, indétectable, mais il y a quelque chose. Ben oui, nous on rend ça en positif, inférieur à. Ouais, voilà. Mais ça, on le sait. Tous les patients, tous peuvent se traiter en succès depuis 30 ans par des techniques ultra sensibles. Tu as 1, 2, 3 copies par ml. Voilà, on le sait. Et en plus, je trouve que c'est malhonnête sur un plan scientifique, parce que ce prélèvement-là que tu as trouvé, détectable, non quantifiable, c'est voilà, ça la formule. Ça. Mais passe-le 10 fois dans la même série. Oui, on peut le repasser. Parce que tu vois, moi j'étais en Roche par exemple, à 20 copies. À 18, tu vois, je vais rendre indétectable. À 22, il va être positif. La reproductibilité de nos techniques à ce niveau-là d'aérénémie, tu le passes 10 fois, tu trouves 10 résultats différents. Donc mieux vaut rendre inférieur. Inférieur à, on a toutes, on utilise des techniques qui ont un seuil de quantification, un seuil de détection qui est parfaitement défini. Je quantifie, je rends inférieur à. Tout ça, c'est du marketing, si tu veux. Voilà. Ça, voilà. Non, mais je disais à propos de effectivement, moi j'ai des patients viralogues entre 50 et 200 où j'ai effectivement, la logique veut qu'on fasse tout, on a tout fait, mais ils sont restés vraiment dans ce seuil-là. Ouais. Et il y en avait une autre qui était enceinte, donc là où on n'est plus, alors qu'elle était vraiment indétectable, elle est indétectable, elle est prof, donc elle est très bien. Et voilà, ils me sont sortis des charges virales, moins de 1000 en tout cas. Okay, hein. Et en questionnant, à force de questionner, je prends plein de traitements, je fais tout le nécessaire, il n'y avait rien de particulier. Mais au niveau alimentaire, je retourne au niveau alimentaire, elle est enceinte, elle prenait une boîte, ça s'appelle Blibli, non, alimentaire, l'équivalent des cornichons, ça s'appelle Blibli ici, je ne sais pas. Mbili. Hein? Comment ça s'appelle? Mbili. Voilà, ça, c'est l'équivalent de cornichon. Elle prenait des quantités, et je lui ai dit d'arrêter. Après ça, elle a une charge virale indétectable.
Et j'ai regardé, effectivement, l'équipe du Guadeloupe avait Putain, mais publié... t'as peut-être trouvé un antirétroviral. Non, lui qui faisait échec, donc il faisait échec. L'interaction. Et puis j'ai regardé un peu dans les littérature, l'équipe Guadeloupe avait déjà, effectivement, écrit là-dessus des gens qui prenaient ça. Donc vraiment, l'interrogatoire, c'est les interactions médicamenteuses et les interactions alimentaires, médicamenteuses, c'est crucial. Oui, c'est vachement considéré, je ne savais même pas. Donc quand il m'a dit ça, donc, j'ai regardé la plante, puis j'ai fait drag, puis j'ai vu qu'il y avait des interactions avec... C'est tout bon? Eh ben, nous nous retrouvons Bah... jeudi. Alors j'en profite pour dire, parce que j'ai modifié le programme, mais je te l'ai dit hier, quoi. Je devais vous faire 1 heure sur l'évolution des traitements antirétroviraux. Mais ça allait être chiant, quoi, parce que c'est vraiment de la viro pure et dure et de la chimie pure et dure, quoi. Donc, en fait, je vous ferai l'histoire du VIH, où là, je vous promets, il n'y a pas de virologie. C'est beaucoup plus d'où il vient ce virus et toutes les réactions sociétales quand les premiers cas sont arrivés, quand on a découvert le virus, et puis comment il a circulé à partir de l'Afrique centrale. Voilà.